Merci. Nous allons donc maintenant nous intéresser aux questions éthiques, aux enjeux éthiques, car aujourd'hui, les données de santé, vos données de santé, sont collectées un petit peu partout, par le biais du dossier médical partagé, par le biais du dossier médical pharmaceutique, mais aussi lorsque vous êtes hospitalisé, mais également en termes de consommation de médicaments, jusqu'à, on aura l'occasion d'en reparler, le nombre de pas que vous faites quotidiennement. D'une certaine manière, l'utilisation peut se situer à 3 niveaux. Au niveau individuel, pour ne... Vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez mieux? J'avais failli que je monte le micro, effectivement. Donc je disais, d'une certaine manière, la question de l'utilisation de ces données de santé qu'on collecte peut être conçue à 3 niveaux. Au niveau du patient, bien évidemment, pour lui-même, en termes de bénéfices thérapeutiques. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la recherche et de suivi médical. Le troisième niveau, c'est l'utilisation, on va dire, industrielle ou commerciale de ces données, jusqu'à un quatrième niveau, qui sont celui-là plus problématique, qui est l'utilisation de données non médicales ou non strictement médicales. Et là, je songe évidemment à ce qu'on appelle des GAFA, c'est-à-dire ces industries qui travaillent sur Internet et qui collectent, qu'on le veuille ou non, de cette façon, malgré nous, nos propres données. Donc on voit bien que l'utilisation des données de santé peut être à la fois bénéfique pour les citoyens, c'est ce qu'on va voir d'un côté, mais elle peut éventuellement comporter des risques potentiels. D'une certaine façon, c'est la question de la balance bénéfice-risque, cette fameuse balance bénéfice-risque dont on parle très régulièrement, qui se pose dans la collecte de ces données de santé et surtout dans leur utilisation. Alors tout d'abord, la première question que je vais poser, c'est à Jean-François Gauguin. Vous êtes conseiller pour la FEAP, qui est la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. On le sait aujourd'hui, de plus en plus de soins sont prodigués hors de l'hôpital, à domicile. Dans ces conditions, en quoi est-ce que la numérisation des données de santé peut-être être bénéfique aux patients? Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, je représente aujourd'hui la FEAP, donc la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne privés à but non lucratif. Alors, on est une fédération transverse, c'est-à-dire qu'on a du sanitaire, du social, du médico-social et notamment du domicile. Alors, je cite cela parce que, évidemment, jusqu'à présent, beaucoup de données médicales étaient produites dans nos établissements, d'une façon générale, mais de plus en plus, la bataille de la production des données va s'effectuer au domicile ou dans la ville, c'est-à-dire à l'extérieur des murs traditionnels. Ces données qui sont produites, en fait, sont tout doucement distillées par les objets connectés de notre quotidien, qui envahissent complètement, se diluent dans une espèce d'informatique ambiante qui disparaît complètement. Et toutes ces données, en fait, tout doucement, créent des océans de données que des algorithmes vont progressivement disséquer, des algorithmes qui peuvent être parfois au profit des professionnels de santé, et ça c'est très bien. Certaines des données d'ailleurs arrivent à l'INDS ou ailleurs, donc dans des maisons sérieuses, mais aussi parfois sont capturées, sachant qu'il y a une porosité entre les données purement médicales et les données, on va dire, de bien-être, et sont capturées par des grands, les GAFA ou d'autres, et à ce moment-là alimentent leurs propres algorithmes, et on n'a plus aucune prise dessus, ce qui est bien embêtant. Alors la finalité de tout ça, c'est que parfois ces données peuvent être totalement bénéfiques. C'est-à-dire que via ce qu'on va appeler l'open data, le fait de pouvoir publier un certain nombre de données, eh bien, il peut y avoir des choses tout à fait intéressantes qui émergent de cela. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une application merveilleuse comme Google Earth, par exemple, a émergé parce qu'à l'époque, Nixon puis Bill Clinton ont autorisé l'utilisation des données et il s'en est avéré finalement beaucoup de choses extrêmement intéressantes aujourd'hui pour l'ensemble des citoyens du monde. Pour autant, on sait aussi que ces données sont parfois capturées, revendues. Il faut savoir aussi que, contrairement à ce qu'on peut penser, même les données les plus insignifiantes ont une valeur. On est tous assis sur un tas d'or qui s'ignore. C'est-à-dire que sur le darknet, finalement, des données presque anonymes ou très peu se revendent. Et on comprend pourquoi il y a des piratages massifs aujourd'hui de données qui interviennent, parce que finalement, c'est le jackpot et c'est très intéressant pour ceux qui s'en emparent. Merci bien. Christophe Roussel, vous êtes le directeur du développement de la société 3M, qui notamment travaille avec des dispositifs médicaux. Quelle utilisation justement des données de santé peut-on faire dans le domaine des dispositifs médicaux? Oui, alors tout d'abord, je voudrais rappeler que je m'exprime au nom de 3M, certes, mais aussi au nom du SNITEM, qui est le syndicat des industries des technologies de santé, y compris les dispositifs médicaux. Et puis en tant que copilote d'un groupe du comité stratégique de filière sur l'accès aux données de santé pour l'industrie, auquel Dominique Pelleton participe. Donc,
le métier d'industriel de la santé est consubstantiel de l'utilisation des données. Et je dirais que pour schématiser, il y a 3 contextes dans lesquels on va accéder à des données ou traiter des données. Tout d'abord, si on suit le cycle de vie d'une innovation, tout d'abord, il faut faire de la recherche et développement, prouver l'efficacité, on en a parlé ce matin, l'efficacité d'un dispositif ou même d'un médicament. Et pour cela, on va générer des données qui sont des données cliniques. Ceci est parfaitement encadré par la loi, par la CNIL, et se fait dans un cadre sécurisé. Ensuite, il peut y avoir des innovations qui arrivent potentiellement jusqu'au marché. Il va falloir avoir éventuellement une prise en charge par l'assurance maladie. Et dans ce cadre-là, on est amené à établir des dossiers d'efficience et on s'intéresse ici à des données de modélisation médico-économique. Et pour ce faire, on va utiliser par exemple des données du SNIRAM, du Système national de l'assurance maladie, pour modéliser la balance coût-bénéfice d'une innovation. Ça peut être utilisé aussi pour le suivi une fois que l'innovation est sur le marché. Et puis enfin, on a un autre contact avec la donnée de santé où là, on va la générer et la collecter et ensuite la stocker. C'est par exemple le cas de dispositifs médicaux connectés, comme je prendrai l'exemple des dispositifs, des défibrillateurs automatiques implantables qui luttent contre la mort subite cardiaque. C'est 25% des décès en France ou dans le monde, c'est 50 000 personnes qui décèdent et 5% de chances de s'en sortir si on a réussi à appeler les secours. Donc c'est vraiment un vrai problème de santé publique. Donc là, on a des dispositifs médicaux qui sont implantables et qui vont surveiller l'activité cardiaque. Et s'il y a un dysfonctionnement soit de la machine, soit, ce qui est assez rare, fort heureusement, soit du cœur, ce qui est plus fréquent chez ces patients-là, 3 à 4 fois par an, eh bien, il y a déclenchement à la fois d'une alerte et d'une stimulation qui permet de rétablir la fonction cardiaque. Et donc là, on a des bénéfices évidents aussi, à la fois pour le patient, mais aussi pour le système entier, puisque le patient, on a montré dans différentes études qu'il y avait une diminution de la mortalité toute cause au bout d'un an, une diminution des hospitalisations, une diminution des contacts avec le système de santé, et donc là on touche à l'aspect systémique et une économie réalisée sans diminuer la qualité et bien sûr l'efficacité du dispositif. Vous voyez qu'en tant qu'industriel du dispositif médical, on vit de A à Z avec la donnée de santé. Je voudrais juste, et je pense que vous l'aborderez, et on aura l'occasion sans doute d'en discuter, faire un distinguo. Vous disiez, M. Gauguelin, que les données étaient revendues. Alors je tiens à dire que ce n'est pas le cas des industriels de la santé. Pour les données concernant les défibrillateurs, par exemple, nous les hébergeons, mais nous n'y accédons pas. Il y a un arrêté dernièrement qui traite de la télésurveillance dans le cadre des pathologies chroniques. Cette fois-ci, les données sont collectées par des dispositifs médicaux, mais envoyées à des prestataires de services à domicile, et nous n'y accédons pas. Donc, les choses sont vraiment encadrées. En revanche, ce n'est pas le cas, et là je vous rejoins, je pense qu'on se rejoindra tous. Là, je parle des industries de la santé et des dispositifs médicaux. Ils sont sur le marché parce qu'ils sont marqués CE pour les dispositifs médicaux. Ce n'est pas le cas de tous les dispositifs qui sont dans le domaine de la e-santé au sens très large. Et là, il n'y a pas de contrôle, pas de barrière. De toute façon, on reparlera évidemment dans le cadre du débat justement de tout ce qu'on appelle les objets de santé connectés et de l'utilisation qui peut en être faite. Claude Touche, vous avez fondé la société EasyDrug et vous avez également développé une application qui s'appelle My e-Report qui permet le signalement d'effets indésirables auprès de la NSM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment marche cette application? Et puis quand on a parlé ensemble en amont, vous avez donné un exemple, notamment avec l'association François Aupetit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mis en place cette application et comment elle est utilisée aujourd'hui? Oui, bonjour à tous et merci Aulien pour son invitation. Donc rapidement, nous on est spécialisé dans les vigilances sanitaires. Alors effectivement, on a mis au point une application qui est gratuite, une application de pharmacovigilance, donc qui permet à des patients ou à des professionnels, des médecins, des pharmaciens, de déclarer leurs propres effets indésirables directement vers les autorités de santé. Donc c'est une application européenne qui est traduite en 7 langues.
Si vous l'utilisez en France, les données sont envoyées vers les autorités de santé, donc celles qui gèrent les effets indésirables du médicament, qui sont les centres régionaux de pharmacovigilance. Rapidement, vous téléchargez l'application, vous dites, voilà, je suis, mettons, je vais vous donner un exemple très concret, je suis à Paris dans le 12e arrondissement, j'ai pris du Doliprane, mais j'ai mal au ventre. Voilà. Vous faites votre déclaration. Alors en plus, c'est de la santé numérique, de la e-santé. C'est assez fun. On peut photographier les faits, on peut photographier la boîte du médicament. Vous envoyez votre déclaration. Il faut environ 1 minute 30 à 2 minutes pour faire une déclaration de pharmacovigilance. Donc vous voyez, c'est relativement rapide. Vous faites votre déclaration. Vous en gardez un double sur votre smartphone. L'application vous envoie automatiquement l'adresse email du service qui est chargé de prendre en compte votre déclaration. Donc vous savez exactement à qui votre déclaration a été envoyée. En plus, si vous êtes un patient, vous pouvez envoyer un double de votre déclaration à votre médecin traitant en disant, bon voilà, docteur, vous m'avez prescrit tel médicament, j'ai fait une déclaration de pharmacovigilance, je vous en envoie un double, c'est tout à fait normal. Et alors à la fin, on fait ce qu'on appelle de l'open data. Alors l'open data, c'est à partir du moment où vous faites l'effort de faire une déclaration de pharmacovigilance, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais à partir du moment où vous la faites, c'est normal que nous, de notre côté, en tant que PME, start-up, on a un peu plus de 3 ans, donc on est un peu plus qu'une start-up, c'est normal qu'on fasse l'effort de vous restituer des informations. Donc on vous restitue le nombre de personnes partout en Europe qui ont pris le même médicament que le vôtre et qui ont eu le même effet indésirable. Mais alors, ce que vous disiez, c'est tout à fait juste. En fait, on s'aperçoit que malgré des systèmes comme celui-ci, il n'y a quand même que 5% des patients qui déclarent leurs effets indésirables. On ne connaît d'une manière générale que 5% des effets indésirables. Donc, vous voyez, les chiffres restent très bas. Mais en fait, nous, alors vraiment, on est partisans d'une pharmacovigilance complètement transformée, exactement. Et notamment une chose, en fait, tous ces systèmes qui sont mis en place par les autorités de santé, par des startups comme nous, c'est très bien, ça augmente le nombre d'effets indésirables. Sauf que même ça, c'est un petit peu obsolète. Il faut par les réseaux sociaux. En fait, on s'aperçoit que beaucoup d'effets indésirables ne sont déclarés ni aux industriels ni aux autorités de santé. Par contre, on en parle énormément sur Doctissimo, sur Twitter, sur Facebook, etc. Et alors, ce que vous disiez concernant l'AFA, qui est l'association François Petit, donc c'est une association qui s'occupe des Mickey, de la maladie de Crohn. Ils ont mis en place vraiment un système innovant de pharmacovigilance. Donc, en gros, leurs adhérents, lorsqu'ils vont sur le site internet de l'AFA, peuvent déclarer leurs propres effets indésirables. Donc, ils rentrent leur login, leur mot de passe, et là, l'AFA les encourage à déclarer leurs effets indésirables. C'est du réglementaire, ça part vers les autorités de santé. L'AFA garde un double de ces déclarations, donc un double anonymisé, mais l'AFA, c'est exactement tous les médicaments qui sont pris par ses adhérents et tous les effets indésirables qu'il y a eu. Qu'est-ce que fait l'AFA en fait? Elle ne s'intéresse pas vraiment à ce qui est déjà connu, voilà, c'est connu, on le sait, mais à ce qui est un petit peu ce qui sort de l'ordinaire, tous les effets inconnus, etc. Et pour vous donner un exemple concret, en fait, ils se sont aperçus l'année dernière qu'ils avaient quand même déjà une dizaine de déclarations d'un médicament qui concernait le Rémicade, avec un effet indésirable qui était des migraines chroniques. Or, il se trouve que migraine chronique associée au Rémicade, c'est absolument inconnu. Donc, qu'est-ce que fait l'AFA? Donc, c'est un autre moyen de faire de la pharmacovigilance, c'est plus de la détection de signal que de la pharmacovigilance. Ils vont sur leur propre forum de discussion et ils regardent effectivement si on a déjà parlé de Rémicade associé à des migraines chroniques. Et il se trouve que depuis 2005, il y a 5 sujets de conversation qui reviennent de temps en temps où on parle de Rémicade et de migraines chroniques. À partir de là, l'AFA va encore plus loin. Ils regardent ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, etc. Et ils ont retrouvé plus de 2600 posts où on associait le Rémicade aux migraines chroniques. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Rémicade associé aux migraines chroniques, c'est absolument inconnu comme effet indésirable. Sauf que l'AFA peut faire une communication vis-à-vis de ses adhérents, comme quoi, attention, si vous prenez du Rémicade et que vous avez des migraines chroniques, c'est normal, nous on a la preuve comme quoi ça existe. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que c'est une association de patients qui est presque complètement autonome en matière de pharmacovigilance. Elle ne se substitue absolument pas aux autorités de santé, mais elle a son propre système pour prévenir ses propres adhérents. Ça, c'est vraiment pertinent, parce que c'est à la fois des formulaires de déclaration en ligne, du crawling de réseaux sociaux, ce qu'on appelle le fameux data mining, et c'est une association qui a pris les choses véritablement en main pour ses adhérents. Merci.
Vincent, ça marche? Oui. Vincent, ça marche plus? Vincent, non, je vous en prie. Voilà. Vincent Blinstein, vous êtes président de Quintiles IMS. Votre société collecte également des données de santé, en fait un usage commercial, étant entendu que ce n'est pas un gros mot, usage commercial. On est bien d'accord, mais autant on comprend que vous en fassiez un usage commercial, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est quel est l'intérêt en termes de santé publique de l'usage commercial que vous pouvez faire éventuellement de ces données de santé. En gros, à quoi ça sert pour nous, citoyens, d'objet de votre travail, de votre entreprise, en quoi est-ce que ça peut être utile pour nous, citoyens, en termes de santé publique? Oui, bonjour. Donc effectivement, je représente la société Quintiles IMS. Un de nos métiers est effectivement de collecter de la donnée de santé en France pour ce qui me concerne, mais dans de très nombreux pays dans le monde pour ma société. Effectivement, la collecte de ces données vise in fine à ce qui est restitution de ces données auprès de différents publics, donc tous les acteurs de santé. Au premier rang, en général, les professionnels de santé, puisque typiquement, c'est auprès des professionnels de santé que nous collectons cette donnée. Et donc, comme le disait fort bien mon voisin, la moindre des choses est qu'il y ait un retour d'information, un feedback, en fait, pour eux, par rapport à la donnée qu'ils nous ont fournie, qui est recontextualisée dans une donnée plus large. Qu'est-ce qui se passe, finalement, dans mon territoire, chez les médecins ou chez les pharmaciens similaires aux miens. Donc ça, c'est un premier niveau. Ensuite, elle est également mise à disposition parfois des autorités de santé, très souvent des laboratoires qui représentent les premiers demandeurs, laboratoires pharmaceutiques ou aussi un petit peu fabricants du dispositif médical, ici présents, qui font partie de nos clients. Et puis parfois également au service des associations de patients avec lesquelles nous avons travaillé historiquement. Alors, quel est le bénéfice de l'utilisation de ces données? Ils sont nombreux en termes de santé publique. Il peut y avoir déjà une contribution à la mesure et au suivi de problématiques sanitaires. Et on l'a fait historiquement, et Alain Michel connaît assez bien l'histoire, pour identifier des problématiques, pouvoir quantifier des problématiques en termes de patients et de répartition de ces patients dans les territoires pour pouvoir mettre en place des mesures correctrices et des mesures de traitement, de prise en charge de ces patients. Elles servent également après, je dirais de façon générale, le bénéfice pour les patients, pour l'intérêt public de l'utilisation de ces données, c'est souvent la capacité à accélérer l'apport d'innovation sur le marché. On souhaite tous qu'il y ait de l'innovation dans les aires thérapeutiques dans lesquelles il y a un vrai besoin médical qui n'est pas servi aujourd'hui. Et l'utilisation des données permet de faciliter, d'accélérer cette arrivée de l'innovation aux patients à différents niveaux. Donc, par exemple, ma société conduit aussi des essais cliniques pour le compte de laboratoires. Et l'utilisation des données permet de mieux savoir où se situent les centres qui vont être potentiellement intéressés par un essai clinique, où se situent les patients, donc de plus rapidement les identifier, plus rapidement les sélectionner, plus rapidement mener l'essai clinique avec eux. On parle d'un essai de phase 3, c'est plusieurs années. On parle d'un gain potentiel de 6 mois à 1 an dans la réalisation de cet essai. Et puis après, derrière, par l'utilisation des données de santé, et là peut-être que Mme Polton en parlera beaucoup mieux que moi, la donnée permet d'instaurer un débat entre les autorités de santé, notamment les payeurs de santé et les producteurs des solutions de santé qu'on veut mettre sur le marché, pour peut-être accélérer les discussions et du coup l'accès au marché de ces produits avec les mesures de contrôle nécessaires avant de mettre effectivement un produit à grande échelle sur le marché. Donc voilà, ça c'est un certain nombre de bénéfices qui peuvent s'appliquer sur la collecte de données de santé. Merci beaucoup. Dominique Polton, j'ai voulu finir par vous parce que vous êtes la présidente de l'Institut national des données de santé, l'INDS, et non pas l'IDNVS. Parmi vos missions, il y a le fait d'élaborer un cadre général de l'utilisation justement de ces données de santé, avec une double préoccupation, m'avez-vous expliqué lorsqu'on s'est parlé au téléphone. D'un côté, favoriser l'accès à ces données de santé, et de l'autre, également protéger la vie privée. Double mouvement. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment du coup ça se passe avec les associations de patients, et est-ce que vous avez un exemple à nous donner, d'un exemple de travail que vous avez mené avec une association de patients?
L'Institut national des données de santé, il a été effectivement créé par la loi de modernisation du système de santé en début d'année 2016. Cette loi qui, quelque part, a un peu fixé une doctrine sur la manière dont on peut accéder à certains types de données. Donc ça ne couvre pas tout le champ. Ça couvre notamment, par exemple, un champ qui a fait l'objet de beaucoup de débats, et d'ailleurs les associations de patients avaient été elles-mêmes très militantes il y a quelques années pour améliorer l'accès à ces données. Ce sont les données qu'on appelle médico-administratives, c'est-à-dire fondamentalement ce sont des données de remboursement des soins que collecte l'assurance maladie, que collectent les hôpitaux quand ils facturent leur séjour à l'assurance maladie. Et ces données qui couvrent l'intégralité de la population française sont en fait des données très riches d'éléments médicaux, même si ce ne sont pas des données médicales au sens clinique du terme. Elles ne viennent pas des dossiers médicaux, mais elles comportent beaucoup d'informations. Et donc, je vais pour l'instant parler de ces données-là, sachant que les bénéfices qu'on peut avoir pour les patients peuvent venir aussi tout à fait d'autres types de données. Mais ces données-là, si vous voulez, on voit bien qu'effectivement, il y a un intérêt de beaucoup d'acteurs à essayer de les utiliser mieux et plus, et notamment des associations de patients et des patients eux-mêmes, parce que c'est vraiment un outil de transparence sur le fonctionnement du système de soins, sur la qualité des soins fournis par les établissements, par les professionnels, pas forcément pour les pointer du doigt, mais pour aussi faire que tout le monde s'améliore, et qu'il y a vraiment un enjeu de partage de ces données-là, y compris de partage avec les associations. C'est d'ailleurs ce qu'elle souhaite fortement. Je rappelle par exemple que c'est un peu un combat de Rénalou aujourd'hui, l'association des insuffisants rénaux chroniques, d'avoir accès par exemple à des choses comme les délais d'accès à la greffe rénale par centre, ce qui existe aujourd'hui dans un registre mais qui n'est pas forcément disponible de manière générale. Donc c'est un peu une question de transparence sur finalement les performances de notre système, le lieu où on se fait soigner soi-même d'ailleurs, y compris en ayant des informations sur la qualité des soins qui sont dispensés. Donc ça, je pense que c'est un mouvement très fort et qu'on voit depuis un certain nombre d'années, qui est vraiment au bénéfice aussi des patients. Alors, vous disiez, c'est vrai, je pense que ce qu'a essayé de faire la loi, qui effectivement protège beaucoup ces données-là, contrairement à beaucoup d'autres dont on a parlé avant, qui là sont un peu dans la nature et sur lesquelles on a finalement peu de pouvoir sur ce qu'elles deviennent. Mais ces données, qui sont les données donc, du système national de données de santé, puisque c'est comme ça qu'on appelle maintenant cette collection de données qui couvre encore une fois toute la population française et quelque part qui trace tous les soins reçus par les patients avec un certain nombre d'informations qui les concernent. Donc pour essayer d'équilibrer cette question de l'accès qui est demandé par tout le monde, mais aussi de la protection de la vie privée, puisque ce sont des données personnelles, elles sont sensibles, et s'il y a des fuites de données, ça peut être très, très grave pour les gens pour lesquels ces données seraient diffusées. Or, si vous voulez, ce sont des bases, alors j'aurais dû commencer par là, ce sont des bases qui sont anonymes, mais que aujourd'hui, avec vous voyez, le potentiel d'exploitation qu'on a, les big data, la façon de recouper des données, qui sont quand même ce qu'on appelle potentiellement réidentifiantes. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas votre numéro de sécurité sociale, votre nom, votre prénom, votre date de naissance, en réalité, on peut vous retrouver si on a des informations externes, par exemple, sur le fait que vous avez été hospitalisé à tel endroit, dans tel type de service, avec tel type de pathologie. Or, ce sont des informations qu'on peut trouver souvent à l'extérieur, y compris pour des gens, d'ailleurs, qui ont une vie publique et sur lesquels on connaît un certain nombre de choses. Donc, ces données, et ça va dans le sens, d'ailleurs, de la législation européenne, qui va s'appliquer également en France, mais il faut vraiment les protéger. Et pour ça, si vous voulez, la loi... et l'INDS est chargé de la mettre en œuvre, c'est pas lui qui définit la doctrine, mais la loi, elle a vraiment fait un équilibre en disant ces données, tout le monde peut les utiliser, tous les types d'acteurs, publics et privés, c'est finalement un patrimoine commun auquel tout le monde, quelque part, que tout le monde co-construit, puisque ces données sont les données de chacun. Tout le monde peut les utiliser à un certain nombre de conditions. La première condition sont des conditions de sécurité. Donc on a beaucoup monté le niveau de sécurité avec lequel on utilise ces données, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout de CD-ROM qui circulent ou des choses comme ça. Vous devez utiliser ces données dans des espaces sécurisés, vous êtes tracé, tous vos accès sont tracés, vous êtes authentifié, etc. Donc ce sont des données de quelque part des conditions vraiment de sécurité physique des données. Mais il y a aussi deux autres conditions qui sont importantes, parce que toutes les études montrent que les individus sont d'accord pour donner des données pour des causes qui sont intéressantes
pas seulement pour eux-mêmes, mais pour le système de soins. Mais en revanche, ils ne sont pas forcément d'accord pour qu'elles servent à tout. Et il y a 2 finalités qui sont interdites dans la loi. C'est d'une part de faire de la promotion des produits de santé avec ces données, c'est-à-dire que les visiteurs médicaux aillent démarcher pour les choses, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est vraiment la visite médicale. Et le deuxième, pour les assureurs, c'est d'exclure des gens de l'assurance ou de tarifer au risque. Et ces finalités-là, le législateur a considéré que ce n'étaient pas des finalités qui étaient dans l'intérêt général. Et le dernier point, c'est que ces études, ces évaluations, tous ces accès doivent avoir, d'une certaine manière, un intérêt public. Et ça, effectivement, l'INDS porte un regard là-dessus. Et puis, dernier point, effectivement, on travaille. Donc, l'Institut national des données de santé, c'est un groupement d'intérêt public. Tous les utilisateurs, tous les producteurs de données, tous les utilisateurs de données sont dans la gouvernance de cet institut. Ce n'est pas un institut, ce n'est pas une structure de l'État, c'est un endroit où tout le monde est représenté, les industriels, les bureaux d'études, mais aussi la recherche, l'enseignement, les pouvoirs publics bien sûr, mais aussi France Asso Santé, qui est membre à part entière à équivalence, puisqu'on a distribué les voix de manière égale. Et pour chacun des utilisateurs, on travaille de manière spécifique en fonction de la façon dont il veut accéder aux données. Et par exemple, pour France Asso Santé, on est aujourd'hui en train de lancer une enquête auprès des associations, de toutes les associations, pour savoir à la fois si elles utilisent aujourd'hui des données, de quel type, pas forcément les données dont je parle là, mais des enquêtes auprès de leurs membres, etc. Et qu'est-ce qu'elles voudraient utiliser et qu'est-ce qu'elles voudraient pouvoir en faire. Et on fera, sur la base des résultats de cette enquête, je pense, un séminaire au début de l'année prochaine, où on a bien conscience que selon les associations, l'usage des données est aujourd'hui assez variable. Et il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Hein. Il y a eu des observatoires qui ont été montés par le CIS, avec des aides extérieures, mais c'est un observatoire de fonctionnement du système, notamment par exemple sur les dépassements d'honoraires des médecins. On a donc conscience que c'est un peu variable selon les associations. On essaiera d'organiser une journée, d'ailleurs avec d'autres acteurs qui peuvent être utiles aux associations, peut-être des chercheurs, etc., pour bien voir comment on peut lancer une dynamique positive d'usage de ces données médico-administratives par les associations. Merci. Alors, les usagers de santé que nous sommes tous, nous avons évidemment au moins 2 grandes préoccupations. La première, c'est la sécurisation. Et on sait bien que cette sécurisation, elle n'est jamais absolue. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, au Royaume-Uni, il y a un hôpital qui s'est fait hacker et qu'il y a une forme de rançon qui lui a été demandée pour pouvoir récupérer les dossiers médicaux de ses patients. Donc la sécurisation, je pense qu'il faut qu'on accepte tous l'idée qu'elle ne sera malheureusement jamais à 100% sûre, puisqu'on arrive même maintenant à hacker le Pentagone. L'autre question que nous nous posons en tant qu'usagers de santé, c'est l'anonymisation des données. Et donc la question que j'ai envie de vous poser à vous 3 notamment, c'est qu'est-ce qui nous assure, nous, grand public, que vous ne croisez pas, comme justement l'expliquait Mme Poiton, que vous ne croisez pas ce nombre de données pour obtenir une non-anonymisation, en tout cas une utilisation, on va dire, plus mercantile des données de santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer? Vous dites, OK, vous avez ce nombre de données, mais vous ne les croisez pas entre vous pour en faire notre usage. Je prends la question pour moi. Hein. Donc, chacun va répondre pour soi, évidemment. Donc il y a plusieurs types de données qui sont collectées. Donc il y a des données volumétriques qui ne sont pas forcément très sensibles. Savoir qu'une palette de tel produit est passée dans telle région, c'est pas un risque très important. Donc là, on parle vraiment des données patients, des données personnelles, individuelles, et c'est celles-ci qui doivent être absolument protégées. Ce qui se passe, c'est que sur la donnée patient, toute information qui peut être collectée sur le patient, quelle qu'elle soit, on est en train d'appliquer exactement le même protocole que ce que décrivait Madame Poiton sur la donnée publique de santé. D'accord ? À savoir que donc mon interlocuteur pour ce type de collecte, c'est pas l'INDS qui s'occupe de la donnée publique, c'est la CNIL en fait qui approuve ce type de collecte. Donc toutes nos collectes sont déclarées, approuvées, étudiées par la CNIL. Et effectivement, ce que demande la CNIL, c'est que même quand il s'agit de données privées, collectées de façon privée, et pas de données de la sécurité sociale, hein, pour le dire simplement, comme ce que nous décrivait Madame Poiton, en fait, la finalité d'intérêt public s'applique exactement de la même façon. Donc, ça veut dire que c'est in fine, il y a les mêmes niveaux de sécurité sur cette donnée en termes d'usage, en termes de finalité, pour éviter toute utilisation inappropriée de la donnée et effectivement tout risque de réanonymisation de cette donnée. Parce qu'après, le premier niveau de sécurité, c'est dans la collecte. Et ça, l'anonymisation, elle est assurée tout au long du processus. Il y a une première anonymisation qui est faite au départ de la donnée du professionnel de santé, que ce soit une pharmacie, un hôpital, un médecin. Puis ça va à un tiers de confiance
qui anonymise encore cette donnée et qui l'agrège et qui la restitue de façon agrégée à des acteurs de type Quintals, IMS, par exemple, mais on n'est pas les seuls à faire ça sur le marché. Donc, et là, il faut effectivement appliquer tous les problèmes, tous les niveaux de sécurité informatique pour éviter les piratages, etc. Ça, je pense que c'est bien contrôlé aujourd'hui, même s'il faut toujours être vigilant, parce que c'est un milieu qui évolue en permanence. Le vrai risque, il est sur effectivement le croisement avec des bases derrière, et donc la désanonymisation de ces données qui est pseudonyme et non pas totalement anonyme. Alors, il y a des outils aussi qui existent pour introduire du bruit dans ces données qui permettent d'empêcher totalement la réanonymisation de ces données. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille également. Même question évidemment à Claude Touche et Christophe Roussel. Comment éviter l'anonymisation ou en tout cas le croisement des données? C'est très difficile ce que vous dites, parce que je vais vous donner un exemple vraiment tout à fait concret. Si vous allez sur les réseaux sociaux et puis vous faites tourner des algorithmes, imaginez que vous crawliez un médicament rare sur Paris. C'est un homme sur Paris qui prend un médicament rare. On ne saura jamais qui c'est. Si c'est un homme en plein cœur de la Creuse qui prend ce médicament rare, il y a de fortes chances pour qu'on sache qui c'est. Donc une anonymisation à 100%, c'est très difficile. Et alors moi, je regrette un truc quand même, c'est que je ne vois pas pourquoi, lorsque cette loi a été faite, on n'a pas demandé au patient lui-même s'il n'était pas d'accord pour donner tout simplement ses données de santé. C'est vraiment une loi qui est sortie sans... Voilà, on n'a pas consulté les patients. Moi, savoir que j'ai un peu d'asthme, savoir que je me suis cassé une jambe quand j'étais petit, etc., mais qu'est-ce que ça peut faire si je peux mettre toutes ces données en commun pour faire une santé vraiment prédictive, une santé qui fasse avancer vraiment la santé, plutôt que de vouloir me faire protéger absolument mes données de santé, etc., etc. Effectivement, si mes données sont reprises par des assurances, par des mutuelles, etc., effectivement, il faut faire très attention. Sauf que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas demandé ce que je voulais faire de mes véritables données de santé, puisque ce sont mes propres données de santé à moi. Et voilà, donc il y a une loi qui est là, et moi, je n'ai pas du tout été consulté. C'est un petit peu dommage. Et je pense que ce qui est dommage, c'est qu'aux États-Unis, ils ont une mentalité inverse. En fait, ils ne vont pas hésiter à mettre... Alors, mais c'est un certain excès aux États-Unis, hein, puisqu'effectivement, donc il y a les assureurs qui en profitent. Je ne vois pas pourquoi on ne demande pas à tous les patients ce qu'ils veulent faire vraiment eux-mêmes de leurs propres données, tout simplement. Merci Christophe Roussel, puis après on fera évidemment réagir Dominique Poilleton. Je voudrais juste apporter un autre éclairage. On saute tout de suite sur une question qui est une vraie question, celle de la réidentification et du croisement potentiel des données. Je pense qu'avant cela, il faut se poser une question, c'est pour qu'il y ait crime, il faut qu'il y ait un motif. Et en tant qu'industriel, il faut bien se rendre compte que nous nous intéressons bien sûr in fine aux patients, mais je dirais aux patients au sens avec un grand P et non pas à la personne. On s'intéresse à des populations, on a fait des analyses populationnelles et non pas des analyses personnelles. Et donc en tant qu'industriel, on n'a aucun intérêt à identifier une personne particulière. Il peut y avoir des individus malfaisants chez les industriels, mais au titre d'individus comme dans toute la population générale. Donc je pense qu'il faut bien avoir cette notion en tête. Il faut pour qu'il y ait volonté de réidentification, il faut que ça profite. Et il y a toute une série d'acteurs pour qui ça ne profite pas. Et donc la question se pose au sens large, mais pas en particulier pour ces acteurs-là. En ce qui nous concerne, nous ne faisons pas de réidentification parce que, un, c'est interdit, et deux, c'est dans le préambule de la loi, et deux, on n'y a aucun intérêt. Merci. Dominique Poilleton, est-ce que vous voulez réagir sur l'adresse de Claude Touche? Juste pour dire qu'effectivement, le consentement est présumé donné pour ce type de données. Vous avez raison, mais il y a quand même eu, par rapport à ce que vous dites sur le fait qu'on n'ait pas pris l'avis des patients, on a quand même, il y a eu l'élaboration de la loi a été précédée quand même d'une commission dite Open Data dans laquelle les différentes parties prenantes étaient représentées et au cours de laquelle il y a eu des enquêtes faites auprès d'échantillons de population, précisément pour voir quelle était quelle était la perception des Français sur ces questions de données et d'utilisation et de type d'utilisation, dont il était sorti d'ailleurs ces questions d'utilisation commerciale et tout ça. Et donc on ne peut pas tout à fait dire, si vous voulez, qu'on n'a pas du tout, moi je n'étais pas là à ce moment-là, donc je veux dire, je ne suis pas en train de défendre le processus, mais il y a eu quand même objectivement, le CIS était en tout cas présent à la commission, s'est beaucoup exprimé.
C'est vrai qu'on pourrait dire, on pourrait avoir un droit d'opt-out de toutes ces données-là. Aujourd'hui, c'est vrai que le consentement est présumé donné, vous avez raison. En revanche, on tient compte du fait que ce qui s'est exprimé, c'est quand même le souhait que ces données soient vraiment utilisées dans une perspective d'utilité publique et d'intérêt public. Et je pense que la loi elle a été construite comme ça. Merci Jean-François Gauguelin, vous voulez réagir également? Oui, alors sur la réidentification, déjà un point, c'est que, alors évidemment, pas dans tous les contextes, mais il a quand même été démontré il y a plus de 2 ans maintenant que sur les réseaux sociaux notamment, sur la base de quelques clics de souris, je crois que c'était 4, vous voyez, c'est pas très gros, hein, vous allez sur un réseau social, vous déposez quelques données, vous discutez sur un forum, déjà on était capable de déterminer votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, vos orientations politiques, enfin, et votre sexe. Donc vous voyez, déjà... Pourtant, a priori, ce n'était pas réidentifiant tout ça. Mais vous voyez, en fait, ça va très très vite. On peut vraiment se poser la question du privacy, comme disaient les Anglais. Est-ce que ça va continuer réellement à exister? Ça, c'est la première chose. Pour nous, en tout cas, au niveau de la fédération, le consentement éclairé, à la fois pour ce que nous, on appelle le citoyen usager patient, mais aussi sa famille, ses aidants, le cas échéant, c'est tout à fait essentiel. Et probablement qu'on n'a pas suffisamment exploré ce volet-là. On n'est sans doute pas allé aussi assez loin. C'est un problème qui va se reposer, parce que nous, on a quand même observé... Alors moi, j'avais le plaisir de faire partie de cette commission Open Data, hein, et je pense qu'on n'a pas tout à fait atteint notre objectif, on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Pour autant, si on prend aujourd'hui la frange de la population française, on voit qu'il y a une fracture extrêmement nette qui apparaît avec les plus jeunes. Les plus jeunes, aujourd'hui, sont des utilisateurs d'Internet invétérés, la génération des petites poussettes, comme on dit. Ils veulent pouvoir utiliser, je dirais, ils veulent pouvoir utiliser des services qu'ils n'achètent pas. Ils veulent pouvoir les utiliser, éventuellement, mais très éventuellement, les payer. Mais en général, comme ils ont été habitués à des services gratuits, ils considèrent que le fait de produire leurs données et de les donner leur donne droit à l'utilisation gratuite, entre guillemets, je dirais, du service considéré. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, qui est une vraie fracture en matière d'usage par rapport à nous-mêmes, ou les seniors, dont je suis... Ah non, pardon, autant pour moi, je ne suis pas un senior. Je vous rappelle la définition des seniors, c'est votre âge plus 15 ans pour des gens comme moi. Hein, donc comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour autant, on voit bien que nous, on est extrêmement prudents sur les données, on s'en méfie, même s'il y a le fameux paradoxe des réseaux sociaux où on déverse tout un ensemble de choses qui ne nous gênent pas, mais on s'offusque du fait que... quelqu'un pourrait regarder nos propres données, hein, confère ce que vous disiez, mais les plus jeunes ne sont pas du tout dans ce modèle-là. Et ça pose un vrai souci. Je dis ça parce qu'actuellement, moi j'ai le plaisir de m'occuper de la consultation citoyenne qui a été lancée par la ministre sur la production des objets connectés et des données qui y sont produites. Et on voit bien qu'il y a 2 modèles qui vont s'affronter. Alors le premier, comme il est naissant, il va disparaître dans la masse. Mais rapidement, les jeunes, ils vont quand même monter en puissance. Et donc là, on va avoir un vrai conflit de génération. Bon, on va revenir de toute façon dans quelques temps justement sur la question générationnelle. Auparavant, je voudrais qu'on revienne sur la question de l'utilisation justement de ces données. On voit bien évidemment un intérêt qu'il peut y avoir pour ces données en termes de télésurveillance, en termes d'observance de façon positive. Mais on voit également qu'il peut y avoir un usage qu'on pourrait dire presque dévoyé, qu'on passe de l'observance au contrôle, voire au contrôle sanction. Je pense notamment à ce dispositif qui existait vous avez sans doute entendu parler, pour l'apnée du sommeil. Les pouvoirs publics, à un moment, donc ce dispositif était proposé à un certain nombre de patients qui souffraient d'apnée du sommeil. C'est un dispositif qui était un petit peu lourd à utiliser. Et on s'est rendu compte qu'il était assez peu utilisé. Et les pouvoirs publics ont menacé, ont envisagé en tout cas, de le dérembourser pour des patients qui n'utilisaient pas suffisamment régulièrement. Les patients se sont élevés contre cette décision, mais on voit bien les risques qu'il peut y avoir entre l'observance positive et l'observance contrôle, voire l'observance sanction. Comment justement ne pas passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a des garde-fous qui existent ou est-ce que c'est une question presque individuelle de chacun? Je vous en prie, qui veut répondre? Peut-être pour commencer, je pense qu'on a tous envie que l'on soit patient, et d'ailleurs on est tous des patients en puissance, citoyens qui contribuent au système de santé financièrement, industriel, institutionnel. On a tous intérêt à l'amélioration du fonctionnement du système. Donc et ce de manière efficiente. Donc avoir un système qui supporte financièrement des dispositifs qui ne sont pas utilisés, ça n'amène pas de qualité.
Donc la bonne question, c'est pas de se dire on va contrôler, on va fliquer et on va dérembourser. La bonne question, c'est d'effectivement faire un contrôle au sens de contrôler ce qui se passe, d'observer ce qui se passe, de traiter cette information de manière à pouvoir améliorer. S'il n'y a pas d'observance, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que ce mot d'observance est parfois un petit peu chahuté. En tout cas, si le traitement qui a été prescrit n'est pas suivi, il y a sûrement des raisons. Et un intervenant ce matin disait « le patient a toujours raison ». Je partage cet avis-là. Donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est parce que c'est difficile à utiliser? C'est parce qu'il n'a pas compris comment utiliser? C'est parce que ça fonctionnait mal? Donc je pense qu'on a tous intérêt à ne pas se voiler la face, à ne pas fermer les yeux, et si quelque chose n'est pas efficient, à obtenir de l'information. Maintenant, les technologies nous permettent d'obtenir de cette information, de suivre ce qui se passe et d'analyser, mais je dirais pas l'un face à l'autre, mais l'un à côté de l'autre en regardant et comment on peut améliorer les choses, parce qu'in fine, l'apnée du sommeil, c'est un très bon exemple. On sait que médicalement, l'apnée du sommeil, c'est pas juste ronfler et réveiller madame, parce que c'est souvent des messieurs, mais c'est des troubles cardiaques, voire des morts subites, ce sont des troubles cognitifs. Donc on parle vraiment de sujets qui ont un impact très fort sur la santé de la personne en question. Donc comment fait-on ensemble pour améliorer les choses? Et il n'y a rien de tel que des données partagées sur lesquelles on peut travailler pour l'amélioration des choses. Donc moi, je vois ça d'une manière positive. Et je pense que c'est une façon de présenter les choses et de travailler ensemble qu'il faut revoir, et non pas le système qui, lui, de toute façon, est bête et méchant. Il prend des données. C'est que fait-on de ces données-là qui est important. Bien, je voudrais maintenant qu'on parle, ça a commencé à être un petit peu abordé par Jean-François Gauguelin, mais de façon plus générale, c'est ce qu'on appelle les objets de santé. C'est-à-dire, ce sont des données, on va dire, de santé au sens très large, activité physique par exemple. C'est une santé que nous donnons nous-mêmes, malgré nous. Je pense par exemple au nombre de pas qu'on fait par jour. Toute personne qui a un iPhone aujourd'hui, en fait, même s'il ne veut pas, sauf à moi de détélécharger l'application qui est automatique, donne son nombre de pas qu'il se fait tous les jours. En soi, on peut se dire, c'est pas très grave, c'est pas une donnée très très intéressante. Certes. Mais si on regarde par exemple une complémentaire santé comme Generali, qui récemment avait proposé une forme de prime à l'activité physique. Donc, c'est-à-dire toute personne qui faisait suffisamment d'activité physique se voyait proposer, c'était pas le cas en France, mais c'était quand même envisagé, se voyait proposer une forme de décote. Parce que justement, elle se maintient en bonne santé. Il est évident que cette chose-là, on le valide avec des données de santé type nombre de pas, par exemple. Donc, on peut imaginer que demain, une complémentaire santé propose des objets connectés pour valider l'activité physique, et donc elle offre une forme de rabais à la personne qui est en activité physique positive. Mais dans un raisonnement économique, donner une forme de rabais à l'un, ça revient à donner une surprime à l'autre. Parce que ça veut dire que la personne qui ne fait pas d'activité physique va payer plus cher. Donc, et ça, c'est le cas pour une personne en bonne santé. Mais si on prend par exemple des diabétiques, sur lesquels on sait que la première cause d'amputation aujourd'hui en France hors accident, c'est le diabète. Donc on pourrait exiger ou attendre des diabétiques qu'ils fassent de la marche à pied. Qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer qu'un jour, le nombre de pas faits par une personne diabétique soit pris en compte pour sa prise en charge? Pour poser la question autrement, est-ce qu'on ne risque pas, nous-mêmes, en donnant, malgré nous, ces données de santé, qu'elles puissent être utilisées, évidemment croisées avec des données de santé plus médicales? Comment faire en sorte, est-ce qu'on est sûr, ou est-ce qu'il y a moyen d'éviter qu'on croise des données que nous donnons nous-mêmes, sans même nous en rendre compte, avec des vraies données de santé médicale? Qui veut répondre à cette question? Difficile. En fait, excusez-moi, je vais revenir sur ce que je disais. En fait, moi, j'aimerais bien pouvoir croiser mes données de santé, sauf que je ne peux pas le faire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Aux États-Unis, on peut faire séquencer son génome. Effectivement, en France, c'est complètement interdit. Je ne vois pas pourquoi ça serait autorisé aux États-Unis alors que la technologie est là et on peut le faire et qu'on ne pourrait pas le faire en France. Typiquement, c'est mes données, c'est ma santé, j'en fais ce que je veux. Voilà, c'est tout. Moi, j'aimerais vraiment qu'on croise mes données de santé avec celles de milliers d'autres personnes pour voir s'il n'y a pas des données, pour voir s'il n'y a pas des solutions qui pourraient peut-être apparaître au niveau d'une médecine prédictive, etc. Ça serait une bonne chose. Vous êtes d'accord les uns les autres avec la position de Claude? Allez-y, avec Claude Touche, bien sûr, vous pouvez réagir.
Non, je pense que vous pouvez le faire en dehors, effectivement, de la façon dont le système français est organisé. Je pense que En fait, c'est exactement ça. Je peux le oui, faire, mais en dehors. alors je voudrais juste le justifier un peu, si vous voulez, parce que moi, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a la liberté totale pour tout le monde de faire ce qu'on veut, et puis il y a des systèmes qu'on a construits qui ont quand même un fondement, qui est qu'effectivement, ce sont des systèmes quand même solidaires, dans lesquels on cotise pour qu'éventuellement des gens puissent accéder aux soins. Parce que, si vous voulez, on cite tout le temps les États-Unis pour cette fantastique liberté qu'on a de tout faire, mais quand on regarde leur système de santé, honnêtement, je veux dire, aucun pays européen n'a envie d'avoir ce Je suis tout à fait d'accord système-là. avec vous. Et je trouve que, si vous voulez, il faut bien peser l'ensemble. C'est-à-dire qu'au fond, oui, on a peut-être effectivement une restriction de sa propre liberté individuelle, mais c'est aussi un peu le prix à payer pour avoir un système qui englobe tout le monde et dans lequel, effectivement, on décide collectivement, alors peut-être pas bien, et on peut certainement... Je ne défends pas forcément la façon dont c'est fait, si vous voulez, mais je défends le principe que si vous avez un système et que vous l'organisez collectivement, alors vous devez vous donner des règles, et ces règles peuvent vous dire que tout un chacun on ne va pas financer un séquencement de génome parce que, quelque part, c'est inutile pour le système. Et ça, si vous voulez, on peut le faire à côté, et sans doute qu'il y a plein de choses qu'on peut faire à côté qui sont, voilà, pour lesquelles on pourrait peut-être garder une forme de liberté, effectivement, mais aujourd'hui, c'est quand même le cas. C'est-à-dire, vous pouvez le faire, simplement, vous ne le faites pas. D'accord. Et que, en revanche, l'assurance maladie, elle dit, moi, je le finance, par exemple, pour des patients qui sont atteints de cancer en priorité, parce que pour eux, c'est majeur, etc., et que ça l'est moins pour l'intégralité de la population. Mais ça, c'est normal, vous ne pourrez pas échapper à des choses comme ça, sauf à faire exploser le système. Hein. Non, alors, je suis d'accord avec vous, mais en fait, ma problématique, c'est qu'au niveau de la mondialisation, si on peut le faire ailleurs, est-ce que vous n'avez pas peur que quelque part, il soit beaucoup plus en avance ailleurs que nous, mettons ? C'est juste ça. En avance sur quoi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer plus rapidement peut-être une réglementation qui est peut-être déjà même à la limite un peu dépassée ? Mais en avance sur quoi ? Parce que vos deux exemples parlent de la même chose, du séquençage génomique. Encore une fois, il ne faut pas confondre, comme tout à l'heure, la technologie et l'usage que l'on en fait. Je pense que la technologie est performante et a gagné en performance, qui permet de le faire rapidement et à un coût maintenant qui est accessible. La vraie question, c'est qu'en fait-on ? Alors, si je prends l'exemple que Dominique citait, dans le cas de thérapie ciblée, on est dans un cadre parfaitement contrôlé, on sait ce que l'on cherche et on a un but précis. Bon. Si on est dans le cadre que vous citiez, monsieur, on est dans un cadre sans recherche particulière, et vous allez avoir, il y a des sociétés qui appartiennent d'ailleurs à Verily, donc c'est Google en particulier, qui vont vous faire un séquençage et qui vont vous donner un rapport avec, par exemple, des probabilités. Et moi, je pose la question, que fait-on de la probabilité de savoir que l'on a 27,3% d'avoir une maladie dégénérative ? Je ne sais pas ce que l'on en fait. Ça, c'est un premier point. Le second point, et je voudrais citer un exemple, ça existe déjà dans d'autres pays, et en tout cas, moi, ce n'est pas le système que je projette pour mes enfants. Il y a un des premiers assureurs en Afrique du Sud qui a proposé ce type de service et qui offre le séquençage génomique gratuit. Donc on envoie un échantillon salivaire, on a un séquençage génomique gratuit, et pour payer ceci, ils offrent, je crois que c'était l'équivalent d'1 an de prime d'assurance, ce qui est ridicule par rapport à ce que l'on sait, par rapport à ce que l'on donne. Donc les gens n'ont pas du tout conscience de ce qu'ils font, et donc ils donnent un outil qui permettrait de faire, et puis qui permettra peut-être malheureusement de faire de la sélection du risque. Alors en France, on a un arsenal, pas thérapeutique, mais législatif, qui nous protège, mais à avoir des discours comme ceci, il faut être très prudent, et moi je pense qu'on pourrait faire réagir la salle. Est-ce que c'est ce que l'on souhaite ? Parce qu'on parle de données de santé du SNDS, mais ce n'est pas les données de vie du génome. Le génome, c'est encore autre chose. Donc séquencer et libéraliser totalement et faire avancer, ou plutôt reculer le cadre législatif dans ce cadre-là pour aller vers un transhumanisme débridé comme aux États-Unis, moi je pose la question, est-ce que c'est ceci que les patients souhaitent et quel but poursuivons-nous ? Oui, non, alors je ne veux surtout pas aller vers un transhumanisme. Voilà, je ne suis pas du tout là-dedans. Je dis simplement que si on peut faire séquencer son génome, si on peut mettre en commun, alors sous couvert d'un État, d'une manière tout à fait sécurisée, d'accord, si c'est pour éviter que se développent certaines pathologies,
moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire séquencer son génome. Mais effectivement, il faut faire très attention par rapport à ce qu'on fait. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a plusieurs visions qui s'affrontent, qui se confrontent sur l'idée même de notre responsabilité commune et individuelle. Est-ce que maintenant, la parole est à vous? Qui veut poser une première question? Allez-y, je vous demanderai juste, je vais vous donner avec le micro, de faire une question courte et précise, s'il vous plaît, pour laisser un petit peu de place au suivant. Et vous vous présentez, je vous prie. Oui, merci Serge Rader, je suis pharmacien. Bravo Monsieur Touche pour votre outil qui peut servir grandement, notamment au niveau des effets secondaires des médicaments, pour peu que nos institutions fonctionnent. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes plusieurs observateurs et professionnels de santé à constater que la pharmacovigilance ne fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin? On l'a bien vu dans toutes les affaires et ces scandales sanitaires du Mediator et récemment encore avec le Levothyrox. Je veux juste donner un exemple. Un dossier confidentiel Glaxo de décembre 2011 indique des cas de mort subite du nourrisson et d'autisme avec le vaccin Infanrix Hexa. Nous sommes en 2017. Ces deux risques ne sont toujours pas dans le dossier d'AMM. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas, et vous pourriez peut-être, en tant qu'intervenant, créer une société d'experts indépendants qui travaillent en toute transparence, puisqu'on voit bien que les autorités sont là et les institutions sont là pour camoufler les effets secondaires des produits. On l'a bien vu aussi avec le Vioxx. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je pense que je vous remercie pour votre remarque concernant My Report. C'est très sympa. Je pense que ça va arriver sans qu'on s'en aperçoive. Vous voyez, mettons, je citais l'AFA tout à l'heure. L'AFA, c'est une association de patients qui devient plus ou moins autonome, qui fait sa propre pharmacovigilance. Ses adhérents déclarent, elle sait exactement ce qui est déclaré, elle regarde ce qui se passe sur son forum de discussion, elle regarde ce qui se passe sur Twitter, Doctissimo, Facebook, elle fait ses propres conclusions, elle les communique à ses propres adhérents. Je me demande si on ne va pas vers un éclatement du système, parce que justement, on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, je ne sais pas si vous... Alors, excusez-moi, je ne veux pas parler des États-Unis, sauf que la FDA a signé un accord en 2014 avec Patients Like Me, qui est un énorme forum de discussion. Elle a signé un accord avec Google, qui est vraiment le plus gros moteur de recherche. Elle est en train de signer un accord avec Microsoft, parce que c'est Microsoft qui s'est aperçu qu'il y avait, sur 6 millions de personnes, qu'il y avait des cas de pharmacovigilance qui circulaient. Donc, la FDA crawle énormément tous les effets secondaires sur les réseaux sociaux, etc. etc. En France, c'est pas obligatoire. C'est conseillé par l'ANSM et c'est une très bonne chose, sauf que je ne sais pas si en France les industriels veulent vraiment savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'à partir du moment où ils le savent, il faut qu'ils le prennent en compte, et ça emmerde tout le monde, clairement. Voilà, donc en fait, c'est des systèmes comme l'AFA qui se mettent en place eux-mêmes et puis qui disent, voilà, là il y a des effets, moi je les prends en compte, moi je les considère et moi je communique. Voilà, c'est tout. Merci. D'autres questions? Courte, pareil, s'il vous plaît. Alors, François Pesti, j'ai une question sur le problème de la potentielle réidentification. La Caisse nationale d'assurance maladie a mis en open data, au mois de juin, une grosse base de données qui concerne les prescriptions hospitalières de médicaments exécutés en ville. C'est-à-dire, alors, on a à peu près 1200 établissements pour lesquels on a par tranche d'âge, il y a 3 tranches d'âge assez larges, moins de 20 ans, 20 à 59, après 60. On a le sexe et on a en données intéressantes les nombres de boîtes, les montants et les bases de remboursement pour les années 2014, 2015, 2016. La CNAM a flouté au risque de réidentification possible, éventuelle, elle a flouté 21% des enregistrements, 10% des bases de remboursement 2016 et 6% des boîtes. C'est-à-dire qu'elle a flouté, on a, à la place d'avoir le code d'identification de la spécialité pharmaceutique, le CIP 13, on a 13,9 au lieu de 13 chiffres qui permettent d'identifier le médicament. Mais elle ne s'est pas contentée de ça, elle a flouté sur tous les niveaux de la classification ATC, c'est-à-dire qu'on a un floutage
aussi sur les DCI. Et on a en tout, je disais, 10% en gros du montant, enfin des bases de remboursement qui sont floutées. Alors franchement, pour essayer d'identifier... D'abord, on n'a même pas le nombre de patients. Non, mais c'est très important parce que bon, on met des bases de données en ligne, téléchargeables, soi-disant pour essayer de faire avancer la recherche, etc. Et le résultat, c'est qu'on a une base, finalement, qui on n'est même pas myope, hein, on est pratiquement borgne. Alors, je voudrais savoir quels sont les risques réels de réidentification dans la base Open PHMEV, s'il vous plaît. Madame Poiton, vous voulez réagir, répondre? Si vous voulez, on a... Je comprends ce que vous dites, c'est tout à fait complexe, et on avait un sujet avec Christophe Roussel avant de démarrer qui était un peu du même type, puisqu'on essaie d'avoir ce qu'on appelle le programme de médicalisation des systèmes d'information, c'est-à-dire les données hospitalières, qui étaient très ouvertes avant, qui le sont moins parce qu'elles sont plus protégées maintenant. On essaye d'en faire quelque chose de plus anonyme, effectivement, en supprimant des éléments qui vont vers l'identification pour pouvoir le mettre en open data. Il faut que vous compreniez une chose, et je ne dis pas que ce qui est fait est parfait du tout, hein, mais c'est que le sujet qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, la conception de ce qui est anonyme, c'est très, très, très strictement anonyme. Et ça nous conduit, si vous voulez, à faire un appauvrissement des données qui, effectivement, dans un certain nombre de cas, finit par ôter de l'intérêt aussi à la donnée. Mais ça, c'est pour les données en open data, on est bien d'accord. C'est-à-dire des données qui sont sur des sites et que tout le monde peut réutiliser. Ce qui n'empêche quand même pas d'utiliser des données, de faire une demande pour un projet précis qui utilisera toute la finesse disponible, mais qui passera à la CNIL. Ce qui est quand même aussi le deuxième aspect, mais cette fois qui sera très encadré. Aujourd'hui, on cherche des solutions à ça. On cherche des solutions pour avoir justement des bases qui soient réellement anonymes, mais je vous assure que la définition des CNIL européennes sur ce qui est vraiment anonyme, c'est-à-dire qui ne comporte mais aucun risque de réidentification, rend les choses vraiment difficiles à faire d'un point de vue technique. Merci Madame Poiton. Nous avons une dernière question d'Alain Michel Serretti, je crois, à qui je dois quand même donner la parole. C'était pas une question, c'était juste de conclure cette table ronde en vous remerciant. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron, à Cham, pour ceux qui connaissent, Cham c'est une espèce de Davos de la santé organisé à Chamonix, pour ça Cham. Il était venu et sur cette question-là, il avait synthétisé finalement le message en disant « Faut-il lever le voile pudique de l'ignorance sur les données de santé ?» Et il ciblait en fait la question qui est derrière, que tu as abordée, qui est celui de l'assurance sous condition. On a la chance d'avoir aujourd'hui un système de santé qui est solidaire avec une assurance en matière de santé qui est aussi solidaire. Dans le cadre de la loi du 4 mars 2002, la question, vous voyez, 2002, donc il y a longtemps, la question s'était posée et il y avait un moratoire de 5 ans qui a été reconduit à chaque fois, précisément pour interdire à destination des assurances l'ensemble des informations dont on savait qu'elles allaient pouvoir arriver. Et le contre-argument des assureurs, c'est de dire, mais s'il n'y a que la France demain qui, toute seule, interdit la communication de ces informations sur les risques des uns par rapport aux risques des autres, eh bien, les bons risques iront s'assurer là où les assureurs peuvent les prendre en compte, et finalement, on risque d'avoir en France que les mauvais risques qui resteront en France. Bon. Finalement, ce type, on est 15 ans après, hein, 15 ans après, jusqu'à présent, on a bien fait de tenir bon. Et il faut tenir bon. Parce que l'éthique, ça veut dire quelque chose, et pas qu'en France. Donc, je pense que s'il y a un sujet sur lequel il faut le plus tardivement possible lever le voile pudique de l'ignorance, c'est bien les sujets de santé. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Merci vraiment à tous.